Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est un tout petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire puisqu'il s'agit d'une vidéo react. Donc ici en fait j'ai tout simplement décidé de reprendre mes 12 meilleures lectures de 2024 et de lire les commentaires qu'ils soient positifs ou négatifs. Et pour ce faire je vais me rendre sur Booknote que j'utilise énormément pour tout ce qui est renseignement de lecture. Par exemple pour mon magazine littéraire, c'est là que je me rends pour toutes les sorties littéraires et également pour tous les résumés, que ce soit pour mes chroniques, pour mon magazine ou quand j'ai un petit trou de mémoire, quand je dois vous faire une vidéo sur un livre, etc. Donc c'est vraiment le site que j'utilise le plus en tout cas par rapport à tout ce qui est référence littéraire. Donc je ne vais pas m'éterniser sur cette intro et on va directement du coup se retrouver sur Booknote. Et donc je vais lire les commentaires de mes livres préférés de l'année 2023 et je sens qu'il y a certaines critiques qui peuvent peut-être un peu faire mal puisque pour moi c'est mon top 12 donc ce sont forcément mes livres préférés de 2023. Donc voilà, on se retrouve sur Booknote. Donc voilà, comme vous le voyez ici, on est sur la plateforme Booknote. Donc c'est vraiment le site que je préfère le plus. Je trouve qu'il est hyper bien fait pour présenter tous les livres, etc. Et vous avez plein de choses ici sur le côté. Vous avez les extraits, les commentaires, la description, les différentes couvertures. Il y a même des quiz qui sont faits, il y a des vidéos qui sont disponibles, etc. Donc, je trouve que c'est hyper complet. Et donc, ici, je vous présente mon top 12 de l'année 2023 qui est Au bout du rêve. C'est un livre que j'avais adoré. Je l'ai mis en top 12 parce que c'est pas, du coup, vraiment mon coup de cœur. En tout cas, de cette collection-là. Mais j'avais adoré me replonger dans l'histoire de la princesse et la grenouille. Et je trouve que c'est un Disney que j'avais pas beaucoup vu. Donc, ça m'a fait un petit peu redécouvrir l'histoire d'une autre façon. Donc, j'avais vraiment adoré. Ici, donc, on a les évaluations et la note globale, elle est de 8.08 sur 10. Donc, je trouve que c'est plutôt bien comme note. Et donc, on va directement aller dans la partie commentaires. Donc, ici, je vais filtrer par... il n'y a pas beaucoup d'avis qui sont pas très positifs, hein. Je vais mettre d'abord la catégorie bronze. Donc, ça veut dire que les gens ne l'ont pas apprécié plus que ça. Alors... J'ai apprécié lire sur la princesse et la grenouille, retrouver l'univers et les personnages de ce Disney. J'ai apprécié que certains personnages prennent plus d'ampleur dans ce roman. En revanche, j'ai trouvé que la relation entre Tanya et Naveen était un peu compliquée à apprécier. J'ai bien aimé la morale avec James, le père de Tanya, ainsi que le fait de lire le point de vue de Dr Facilier. En vrai, c'est pas un avis si négatif que ça. Pour ce qui est de la relation entre Tanya et Naveen, moi je trouvais justement qu'elle était bien parce que Tanya, on voit que c'est pas du tout son intérêt principal. Elle va pas chercher l'amour comme Charlotte, sa meilleure amie, peut le chercher. Donc forcément, oui, c'est pas une relation, c'est un slow burn plus. Mais moi, je l'ai trouvé assez chouette parce que Tanya respectait un peu ses valeurs et tout. Sinon, je trouve que l'avis est plutôt positif pour un livre qui a été mis en bronze. Je m'attendais à pire. Néanmoins, j'ai trouvé Tanya un peu chiante par moment. Ça au moins, c'est clair. J'avoue que c'est pas mon personnage préféré, mais voilà quoi. Alors ici, on est dans la partie argent, donc on va dire que c'est plutôt le top 3. Hein. J'ai bien aimé cette revisite, l'histoire est pleine d'action et de personnages peu détaillés dans le film ont vraiment une place importante. Ouais, ça c'est vrai. Franchement, c'est vrai notamment, comment il s'appelle l'alligator là ce personnage-là, il est hyper bien détaillé, du coup j'ai adoré. Dans le dessin animé de Walt Disney, Tanya refuse de négocier avec le grand méchant, c'est-à-dire le maître des ombres. Dans le roman, c'est plus nuancé, elle accepte certaines conditions du marché avec les conséquences que cela entraîne. C'est une idée géniale, je trouve, de prendre la base du Walt Disney et de changer un élément de l'histoire pour voir ce qui se passe. Ce roman fait partie d'une collection basée sur ce principe, mais je dois avouer que la première raison de l'achat de ce roman est qu'il est superbe. La jaquette et la tranche sont magnifiques, oui, ça on est d'accord. Le roman lui-même est intéressant, c'est une véritable histoire que l'auteur a construite à partir du twist de départ. Ce qui est bien, c'est qu'on repart vraiment de cet endroit, le roman ne reprend pas toute l'histoire du dessin animé. Par contre, il vaut mieux avoir vu le dessin animé, c'est donc globalement une bonne lecture malgré quelques longueurs. Je suis d'accord quand il dit qu'il vaut mieux avoir vu le dessin animé avant, parce qu'en fait, si vous n'avez pas vu le dessin animé avant, je trouve que il y a énormément de détails qu'on pourrait ne pas comprendre. En fait, les twists tels, la base, c'est que on reprend
un moment du Disney et on change ce moment-là. Je pense que c'est plus ou moins au début du Disney que le changement se fait. Donc en fait, on n'a pas tout le rappel de tout le début du dessin animé. Maintenant, je trouve que c'est quand même assez facile de se repérer. C'est pas une histoire très compliquée à comprendre. Mais je suis quand même assez d'accord pour dire que oui, il faut avoir en tête en tout cas l'histoire de base pour bien comprendre les nuances qui sont faites. Maintenant, c'est aussi la base de cette collection-là de Hachette Heroes. Donc sinon, je trouve que c'est des avis plutôt positifs, hein. Bien que j'ai déjà lu 2 Twist Tales qui m'avaient déçue, principalement parce que je ne leur trouvais pas de sens, je me suis quand même laissée tenter par cette histoire. Déjà parce que j'aime beaucoup La princesse et la grenouille, et puis parce que le résumé me tentait bien. Je dois dire que j'apprécie ce roman. Contrairement à mes 2 autres lectures, ici l'histoire a un sens, une morale, et on peut y voir une évolution. On a un élément déclencheur, une quête de solution, de rédemption, et une leçon sur l'acceptation de la disparition des personnes proches. Tania est humaine et même si elle fait preuve de faiblesse face à Facilier, elle n'abandonne pas jusqu'à pouvoir repérer ses erreurs. C'est véritablement une belle histoire avec une belle morale. J'ai apprécié que les personnages secondaires comme Charlotte ou Louis, voilà c'est lui l'alligator, c'est Louis qui s'appelle, prennent plus de place dans ce roman que dans l'histoire originale et puis Naveen est vraiment attachant. Ouais, je pense que en fait je vais m'arrêter là pour la lecture des commentaires de ce livre parce qu'ils sont tous hyper positifs et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de positifs par rapport à cette histoire-là. Maintenant, je sais que c'est vraiment une collection qui fonctionne hyper bien dans l'édition Hachette Heroes. Donc, en fait, au final, ils ont bien fait. Parce que, voilà, ici, il y a que des avis plutôt positifs. Donc, trop contente de voir qu'un livre que j'apprécie est apprécié par les autres aussi. Donc, on va enchaîner directement avec le top 11, qui est La vie invisible d'Adi Larue. Alors, pourquoi je l'ai mis si bas dans le classement, malgré que ce soit une super belle lecture? Tout simplement parce qu'en fait, je trouve qu'il est quand même très long. Donc, c'est une histoire qui est vraiment longue. Et alors, oui, c'est un roman très contemplatif, donc il n'y a pas d'action dedans. Mais j'ai adoré la plume, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le concept. Enfin, tout ça, j'ai surkiffé. Maintenant, c'est vrai qu'il est long à lire, quoi. C'est pas un livre qui va se lire en 3 jours. Il faut clairement se dire que quand on commence ce livre, ça va nous prendre du temps. Que ce soit pour le comprendre, pour se mettre un peu dans l'histoire, etc. Parce que voilà, c'est une histoire assez complexe, mais moi j'avais adoré justement ce côté contemplatif. Donc ici la note globale c'est 8.38 sur 10, donc de nouveau super belle note, hein. En même temps ça m'étonne pas trop, je sais qu'il a été hyper apprécié par beaucoup de monde. Alors option d'affichage, je vais mettre de nouveau... Ah, il y a quand même beaucoup plus de bronze, hein. 44. Il y a 2 ans le commentaire. Alors, un livre sympathique bien qu'il puisse se montrer parfois d'une longueur interminable. La hype autour de ce livre est à mon avis surcotée, je n'ai pas trouvé le côté incroyable que tout le monde décrit. L'histoire est certes originale mais traîne beaucoup, énormément de descriptions, peu de dialogue, je trouve les personnages plats, j'ai eu envie parfois de sauter des passages tellement ça traînait en longueur, j'ai eu du mal à rentrer totalement dans l'histoire. Ouais, c'est quand même fort négatif, hein, comme commentaire. Alors la longueur, ça je suis d'accord, comme je vous l'ai dit, faut s'attendre à un livre qui est long et qui est justement sans action, parce que le but de l'histoire c'était pas d'avoir de l'action à toutes les pages, parce que c'est une fille qui traverse les époques et donc on a énormément de descriptions, oui, parce que forcément elle nous raconte ce qu'elle voit, ce qu'elle vit et les évolutions qu'elle découvre au fur et à mesure du temps. Maintenant, je trouve que les personnages, ils sont pas plats, parce que justement, on suit Adi qui a cette malédiction qui plane au-dessus d'elle, enfin, genre, personne peut se souvenir d'elle, genre, elle croise quelqu'un, 5 minutes après, il a oublié qui c'était. Donc, on suit vraiment la difficulté que c'est pour elle, et moi, je trouvais que c'était très bien décrit et qu'on pouvait facilement se mettre à sa place, donc je trouve pas que les personnages soient plats, parce que même Henri, il a une particularité qui fait que lui, il peut se souvenir d'Adi. Et moi, j'ai trouvé ça mais magnifique. Enfin, justement, les personnages sont incroyables. Et même l'ange de la mort, enfin, je sais plus comment il est appelé dans le livre, mais même lui, je le trouvais juste hyper bien travaillé, quoi. Donc, au niveau des personnages plats, je suis pas trop d'accord, hein. Et le fait qu'elle a eu du mal à rentrer dans l'histoire, je suppose que c'est à cause des longueurs et tout. Maintenant, ça, voilà, chaque avis est différent. Pour la longueur, je suis plutôt d'accord, mais pour les personnages, bof, hein. Ils ont quand même été bien travaillés. Et si on a un livre de 800 pages, c'est pour une bonne raison, quoi.
Alors, Adi fait un pacte avec un ancien dieu afin de devenir immortel, mais en échange, personne ne pourra jamais se souvenir d'elle jusqu'au jour où 300 ans plus tard, 3 petits points. D'ordinaire, je n'ai rien contre les récits lents. J'ai même plutôt tendance à bien y accrocher. Mais là, je n'ai pas trouvé ça lent, j'ai trouvé ça mou. J'ai eu l'impression qu'un tiers au moins du roman n'était que du remplissage dans lequel il ne se passait rien, que si on enlevait des chapitres entiers, cela ne changerait rien à l'histoire, à l'atmosphère, aux propos de l'autrice, au développement des personnages. Cela dit, cette impression a sans doute été accentuée par le fait que je l'ai lu en VO et que je suis une lectrice lente en anglais. Ouais, lire Adi en VO, bonne chance, hein. Franchement, je l'aurais jamais fait. Pourtant, j'ai apprécié beaucoup de choses dans cette lecture, la plume étant toujours aussi fluide et efficace. Si un personnage qui vend son âme au diable pour un prix bien trop élevé n'est pas une idée nouvelle, elle a su se la réapproprier, ouais. J'ai aimé la façon dont Adi imprime sa vie ancrée dans celle des autres. Sa façon de contourner le fait de ne jamais pouvoir laisser une trace de son existence en devenant muse, ouais. Ses questionnements et sa solitude la rendent plutôt touchante, mais je ne me suis pas vraiment attachée à elle. Pour quelqu'un qui a apparemment une telle soif de vivre et de découvrir de nouvelles choses, je trouve qu'elle ne fait finalement pas grand-chose de ses 300 ans d'existence. Ses voyages semblent se cantonner à quelques villes occidentales dans lesquelles elle fait surtout la tournée des bars et des musées. Sa relation avec Luc est complexe, tout en contradiction. Il est la source de tous ses tourments, et pourtant son seul attachement au cours de son errance. Et sa relation avec Henri est toute mignonne. D'ailleurs, d'une manière générale, j'ai trouvé Henri plus attachant que Adi. En fait, cet avis, il est plutôt mitigé. Il n'est pas hyper négatif. Donc, il y a des choses pour lesquelles je suis d'accord. La plume de Victoria Schwab, clairement, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Maintenant, je rejoins quand même son avis. Ça, j'y avais jamais vraiment fait le lien. Mais c'est vrai que sur 300 ans d'existence, elle fait pas grand chose. Alors oui, on découvre un petit peu les époques clés de la vie, mais comme elle le dit, elle visite principalement des musées, des bars, elle rencontre des gens, et c'est plus ça qui est mis en avant plutôt que sa découverte en tant que telle du monde. Parce que oui, on passe à travers les époques, mais elle voyage pas non plus tant que ça dans le livre. Donc ça, je suis plutôt d'accord, et c'est vrai que j'y avais jamais pensé avant de lire ce commentaire, donc c'est plutôt pas mal. Sa relation avec Luc, bah oui, elle est complexe, mais en fait, c'est tout le but de l'histoire aussi, parce que bah oui, elle a passé un pacte avec, et c'est à cause de lui qu'elle a cette malédiction, mais au final, c'est la seule personne qui se souvient d'elle pendant 300 ans, donc forcément qu'elle va avoir une attache particulière avec ce dieu ou cet immortel, donc ouais, elle est complexe, mais pour moi, c'est fondé. Enfin, c'est totalement logique, quoi. Donc, ouais. Franchement, c'est pas mal parce que ça m'a quand même fait me remettre un peu en question par rapport à ce fait de voyage qui est exploité alors que finalement pas tant que ça. Donc, pas mal ce commentaire. Et ils sont quand même bien détaillés. Regardez-moi ce commentaire. Il dure 3 plombes. Alors, l'histoire promet d'être intrigante et elle l'est définitivement. Ne vous attendez pas à une histoire ponctuée d'action à chaque passage. Au contraire, c'est un récit qui prend le temps de s'installer afin de créer une ambiance. Ben oui, c'est ça en fait le but. La lenteur ne m'a pas gênée. Au contraire, cela m'a permis d'entrer plus facilement dans la vie d'Adi. Ben oui, clairement. Enfin, je suis trop d'accord avec ce qu'elle dit. La lenteur du texte témoigne bien de la longueur du temps qui passe et de la solitude du personnage. L'ambiance est très bien retranscrite, notamment par la magnifique plume de Vivi Schwab, fluide et en même temps très riche. En fait, elle a totalement raison dans le fait que dire il n'y a pas d'action, oui, c'est pas un livre où on attend de l'action. Et comme elle dit, la lenteur, en fait, ça retrace à mort ce que Vi a dit sur 300 ans. C'est long, 300 ans d'une vie où personne se souvient d'elle et où, au final, elle sait pas quoi faire parce qu'elle est seule. Elle est seule. Alors oui, elle rencontre beaucoup de monde, mais au final, au fond d'elle, elle est réellement seule. Donc, ouais, je suis plutôt d'accord avec ce qu'elle dit. Enfin, c'est vraiment ça, pour moi, le message de l'histoire. Oui, ici, elle dit que l'autrice aborde des thématiques particulières, donc la peur du temps qui passe, la mort, l'appréhension de ne pas avoir le contrôle de sa vie et de pouvoir faire des choix, la solitude, que la vie soit insignifiante. Donc, franchement, c'est un super bel avis, je trouve. Je vais pas tout le lire parce qu'il est long. Franchement, j'ai terminé sur cette note plutôt positive parce que je suis hyper d'accord sur le fait qu'elle dise que ce soit lent, mais que c'est normal et que ça représente en fait tout ce que Vi a dit au fond d'elle et que du coup on peut facilement se mettre à sa place aussi. Enfin, je suis contente quand même de cet avis. Donc on va passer au top 9, je pense, maintenant, qui est Le Pont des Tempêtes, tome 1. Donc ça, c'est un roman fantasy qui était
incroyable. Alors, on est sur une note de 8.62. Pour le moment, Evelyn Hugo, c'est celui qui est le plus haut au niveau des notes. Alors, pas apprécié, il y en a quand même une 9. Ouah, je suis choquée. Je vais pas vous lire les trucs de spoiler parce que sinon ça va vous spoiler un peu l'histoire. Lara a été éduquée dans le but de séduire le roi Arryn et espionner afin de récolter des infos sur le Witch Kingdom pour le compte de son père, le roi Silas. Le fil rouge du livre est intéressant car Lara a été conditionnée à voir le roi Arryn et tout son royaume comme les grands méchants, mais toutefois ses sentiments envers lui changent au long du livre. Toutefois, je trouve que les personnages sont trop simples. On nous décrit Lara comme une jeune fille impitoyable et une espionne aguerrie qui est maître dans le domaine du combat et des armes, mais tout au long du livre, elle met en retrait ses capacités. Bof, Bof, parce que moi je trouve justement qu'elle se montre telle qu'elle est et qu'elle montre de quoi elle est capable. Je comprends pas pourquoi elle dit ça. Pour ce qui est de Arryn, j'ai trouvé cela trop simplet. Pas trop non plus, mais je comprends. Enfin, bref. Je vais pas être d'accord avec ce commentaire, je crois. Les caractères et leurs relations interpersonnelles auraient dû être plus approfondis. Alors, il y avait absolument tous les éléments pour me faire apprécier ma lecture. Une héroïne badass, un personnage masculin charismatique, une romance basée sur un jeu de chat et de la souris, des tensions politiques à chaque page, en bref, tout ce que j'aime. Le résumé était alléchant, je me suis laissée tenter par ce livre avec dans l'esprit qu'il figurait très certainement dans mes coups de cœur de cette année. Mais force m'est d'admettre que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ma lecture. Quoi, elle a carrément abandonné ? Pourquoi ? Parce que l'histoire est plate ? Non, mais allez, c'est pas vrai. Lara est notre héroïne principale. On nous l'annonce comme une féroce guerrière intrépide et sans pitié qui a été entraînée toute sa vie avec ses 12 sœurs dans le seul but d'anéantir le prince Arryn ainsi que son royaume Itikana. Ce dernier ayant la main mise sur le seul pont reliant les différentes îles est considéré comme le grand méchant de l'histoire, surtout aux yeux du peuple de Maridrina. Ouais, je vais y arriver, dont Lara est originaire, ce qui engendre des tensions commerciales et politiques. Dès le début de l'histoire, on peut sentir les faiblesses de l'écriture avec des fautes de syntaxe. Oui, ça, c'est sûrement la traduction, parce que moi, ça m'a pas sauté aux yeux. Pourtant, le français, en général, j'arrive quand même bien à détecter ce genre de trucs. Des descriptions très pauvres et un contexte mal ficelé, voire expéditif. Description très pauvre, je suis pas trop d'accord parce que toute l'histoire du pont et tout, elle est hyper bien expliquée et on a même des descriptions sur la plage, sur le château, sur les jardins, enfin, je sais pas. Lara est censée être redoutable, sournoise et oppressante. Son conditionnement est censé la rendre redoutable. Bref, la parfaite espionne. Au lieu de ça, on a l'impression que tout lui tombe facilement dans la main. Pas trop, parce que si je reprends un élément de l'histoire avec une fameuse lettre ou je sais pas quoi, elle s'est quand même donnée, quoi, pour pouvoir faire ça. Bref, je sais pas. Au niveau psychologie du personnage, je n'ai pas ressenti le poids de la pression familiale de Lara. Forcément, vu qu'elle se casse de sa famille pour aller là, et qu'elle sait pas contacter son père pour ne pas, justement, qu'on la découvre et qu'on découvre que c'est une espionne, c'est logique. Je sais pas. Ni de son conditionnement, elle se prend d'ailleurs très rapidement d'affection pour le peuple d'Itikana, voire d'amarite pour quelqu'un conditionné depuis son enfance à n'éprouver aucune compassion ni pitié. Son histoire personnelle ne m'a d'ailleurs fait ni chaud ni froid. Ok. Arryn aurait pu relever un peu le niveau, même si je dois l'admettre, il y avait pas mal d'éléments à exploiter de son côté. Mais pour un roi, je ne l'ai pas trouvé convaincant et étrangement passif à certains moments. D'accord, il est pacifique, mais de là à tomber si facilement dans le panneau des stratagèmes de Lara, non, il ne faut pas pousser à ce point. Mais je suis pas trop d'accord parce qu'il faut du temps avant que cette relation se mette en place. Et je trouvais justement que le lien de confiance se faisait vers la fin du livre et qu'il a été brisé à cause d'un truc que Lara a fait. Et donc, moi, je me dis que au final, je suis pas trop d'accord parce qu'ils mettent quand même du temps à se faire confiance l'un l'autre. Donc, c'est pas si rapide que ça. Alors certes, il incarne un roi différent de ce qu'on connaît, mais je m'attendais quand même à plus d'autorité, plus de poigne envers Lara. Ils sont jeunes aussi, faut se rappeler de ça. Niveau roman, je m'attendais vraiment à un duel de la part de Lara et Arryn, une tension constante,
des répliques cinglantes avec des moments intenses, mais encore une fois, j'ai été plutôt déçue de ce côté-là. Tant l'histoire est plate et que la psychologie des personnages n'est pas assez exploitée. Le monde en lui-même est original, même si à plusieurs occasions, je me suis demandé à quoi ressemblait concrètement, car je trouvais que les descriptions étaient assez brouillonnes. Pourtant, l'idée du pont était pourtant bien trouvée. Mais moi, je trouve pas. Parce qu'on a toute la description du château, on a la description du pont, on a aussi la description du village qui se trouve derrière le pont. Enfin là, en tout cas, où ils font leur approvisionnement et tout. Je trouve ça bizarre qu'ils disent ça quand même. Les personnages secondaires sont secondaires. C'est assez rare d'ailleurs qu'aucun personnage ne m'ait tapé dans l'œil. Il manquait à peu près tout de substance à part peut-être Anna qui, Dieu merci, soulevait parfois pas mal d'éléments concernant Lara et Jor pour la même raison. Malgré tout, on passe quand même un agréable moment avec ce livre. Les pages se tournent toutes seules, il est addictif et on se demande constamment ce qui va se passer ensuite ou si l'intrigue va enfin devenir plus prenante. Le fait de changer de point de vue était une bonne idée car cela nous permettait d'avoir une vision globale de l'histoire, de comprendre les deux personnages. Je suis un peu déçue tout de même, je m'attendais à vraiment plus. Bon, je suis pas hyper trop d'accord avec tout ce commentaire. Un énorme coup de cœur, clairement une de mes meilleures lectures de 2021 et une fantaisie dans mon top 3. Dans son roman, il y a tout ce que j'aime, multiples émotions, surprise, suspense, personnages attachants et badass, un slow burn et une fin incroyable. L'écriture est fluide, addictive, de superbes descriptions et une psychologie vraiment travaillée. Totalement l'inverse de ce qu'a dit l'autre, juste avant. Les dilemmes étaient vraiment bien menés, on comprend les personnages, leurs doutes, leurs choix, et c'est un gros plus pour ma part. La romance était très bien ficelée, parfaitement dosée, j'ai versé ma larme à la fin, malgré l'événement un peu prévisible. Oui, ça c'est vrai que l'événement il était quand même prévisible. Vers la moitié du livre, on se doutait bien de comment allait se terminer le tome 1. Maintenant, il y a d'autres tomes, donc suspense. Ouais, bah écoute, moi je trouve qu'il est plutôt bien, qu'on peut finir sur cette note positive du Pont des Tempêtes. D'ailleurs, j'ai toujours pas lu le tome 2, donc il va falloir que je me dépêche parce que je l'ai en plus dans ma bibliothèque, donc hâte de connaître la suite de ce livre. Donc là, on passe à Troublemaker. Ce livre, je l'ai découvert vraiment fin d'année, mais je l'ai adoré. C'est une histoire hyper sombre. On est de nouveau sur une adolescente torturée, blablabla, parce qu'elle vit des violences dans sa famille et tout. Donc c'est une histoire très sombre et je trouve que la couverture le montre bien. Et sincèrement, je l'ai adoré. Je l'ai dévoré. Genre le livre, il fait presque 600 pages et en 2 jours, je l'avais fini tellement il était incroyable. Et la playlist que Laura Swan a fait sur Spotify est dingue. Je trouve qu'elle correspond blindé à son livre. 8.66, bah de nouveau, c'est une bonne note, Franchement, on n'est pas sur une note négative, donc pour le moment, tout va bien. Voilà, les commentaires. Alors, pas apprécié, il y en a 6 quand même. Ouais, étonnant. Je vais être direct, je n'ai pas du tout apprécié ce roman. Au début, j'ai pensé que c'était sûrement parce que je ne correspondais pas à la tranche d'âge qui était prévue. C'est vrai que c'est un jeunesse, maintenant un jeunesse qui est quand même que je ne conseillerais pas à tout le monde, mais bon voilà. Rapidement, j'ai réalisé que le problème venait de la faiblesse du texte. Les dialogues sont pauvres et ennuyeux, il y a des longueurs qui n'ont pas grand intérêt et des scènes qui mériteraient plus d'attention. Je ne sais pas si cela est dû à la traduction, mais je crois qu'elle est française, donc il n'y a pas de traduction. Le livre, il a été écrit en français. Trop bizarre. Ok. Concernant les personnages, j'ai été particulièrement déçue. Ils sont creux malgré leur passif. Le personnage féminin est triste et le masculin est odieux. Mais en fait, elle a rien compris à l'histoire. Elle a rien compris. Forcément que le personnage féminin est triste. La meuf, elle subit des violences chez elle. Elle est harcelée à l'école. Genre, partout où elle va, elle est mal vue. Donc, comment tu veux qu'elle respire la joie de vivre? C'est le but de ce livre. Le but, c'est que cette fille, elle est hyper mal dans sa peau et que le prof, il voit justement ce côté positif chez elle. Je comprends pas. Je crois qu'elle a vraiment pas compris le but de cette histoire parce que oui, c'est normal que la fille soit triste et alors le personnage masculin est odieux. En fait, au final, oui, il est un peu odieux, mais d'apparence parce qu'au fond de lui, on se rend compte qu'il est pas du tout comme ça. Et si tu lis le livre jusqu'à la fin, je comprends pas comment elle peut dire qu'il est odieux, parce que non, pas du tout. Enfin, tout le contraire, quoi. C'est une apparence, c'est tout. Bon, j'ai décidé de donner sa chance au livre vu les critiques, mais encore une fois, il s'agit d'une grande déception. C'est un récit nul. Faute de meilleurs termes. Problématique aussi.
J'ai tenu à écrire cette critique pour équilibrer un peu tous ces avis bien trop positifs. Mais what? C'est aberrant, un torchon! La plume basique bancale. Alors la plume, je vais pas dire que c'est la meilleure des plumes, mais Laura Swan, elle a écrit ce livre, elle avait quoi, 17 ans. Donc forcément que ça va pas être la plume de quelqu'un qui a 40 ans et qui a 20 ans d'expérience dans l'écriture. Donc faut être aussi un petit peu indulgent, je trouve. Et pour moi, c'était quand même assez chouette comme plume, quoi. Enfin, moi-même, je saurais pas écrire comme elle écrit. Alors, dialogue cringe irréaliste. Personnage, le mec est une ordure, un harceleur, arrogant, égoïste, cruel. Il est totalement excusé par la narration et les lecteurs-lectrices, vu les avis. Ben, oui, parce que de nouveau, c'est une apparence qui se donne. June est sympathique à suivre, mais casse pas 3 pattes à un canard. Et manque de piquant envers lui, mais meuf, elle se fait harceler et elle se fait frapper chez elle. Comment tu veux que... Oh, je comprends pas. L'intrigue, le côté dark est forcé, pas d'action, pas de plot twist. La morale, là on attaque le gros morceau. Ce livre et cette autrice romantise totalement le harcèlement, les relations toxiques, le cambriolage, les hommes violents. Quelle honte. Quand va-t-on se rendre compte du danger? Des dark romances, je suppose qu'elle a voulu mettre. En fait, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit parce que oui, c'est une dark romance, donc oui, ça engendre des sujets un peu problématiques. Et maintenant, si vous lisez Captif, c'est encore pire que Troublemaker, excusez-moi. En fait, ce qu'elle comprend pas, c'est que le mec, il se donne un genre justement pour que la fille l'aime pas, parce qu'il a pas envie de tomber amoureux d'elle et elle a pas envie de tomber amoureux de lui. Et donc le mec, bah au début, il se montre hyper froid parce que il y a un truc qui les unit par rapport au tout début de l'histoire. Et c'est ça qui fait que le mec, en fait, il se montre un peu odieux avec parce qu'il doit pas s'attacher à cette fille-là. Je vais pas spoiler, mais le mec, à un moment donné, c'est lui qui fait ressortir le bon de la fille et c'est lui qui lui fait prendre confiance en elle, quoi. Donc franchement, je trouve ça bizarre quand même qu'ils disent ce genre de choses parce que c'est qu'ils ont pas lu le livre jusqu'à la fin. C'est pas possible autrement. Je vais lire les ors, allez. C'est pas un coup de cœur, mais normalement, c'est une bonne lecture. Ouais, ça c'est clair qu'attendre le tome 2, c'est très long. Mais qu'est-ce qu'il était bien ce roman? Je ne vais évidemment pas pouvoir donner mon avis sur tout le livre puisque je l'ai lu au fur et à mesure. Mais mon avis général est très très bon. Le livre est génial, la trame est super bien faite et plein de petits détails qui trouvent réponse à chaque nouveau chapitre. L'intrigue qui nous donne toujours envie de lire plus. La relation entre Shane et Jude est trop mignonne. Je n'en reviens pas de cette fin. J'adore ce petit jeu de tu m'évites, je t'évite, la base des ennemis Stulver, que les gens d'avant n'ont pas compris. Shane est très prévenant avec Jude et on peut voir que quand elle lui parle de ses problèmes, il se met souvent en colère, il ne supporte pas qu'on puisse lui faire autant de mal. Ben merci. Les autres apparemment ils n'ont pas compris ça. Hein. Les autres c'est un mec toxique qui se met pas à la place. Hein. Alors sa famille, c'est désespérant. J'ai vraiment hâte de voir ce que Laura nous a prévu et surtout d'en apprendre plus sur celle de Shane, en espérant que June aussi et que ça sera biboche. Oui, ben elle a compris, sincèrement, elle a compris l'histoire parce que oui, Shane, il se montre attentif par rapport aux problèmes de June. Enfin, c'est pas comme si le mec il faisait rien par rapport à ça, quoi. Enfin, je comprends pas pourquoi les gens disent ça. Je vais en rester là parce que sinon je vais péter un plomb. Alors ici, en top 5, je crois, on est sur un palais d'épines et de roses tome 3, donc un palais de cendres et de ruines. C'est pas mon préféré de la saga, mais je viens seulement terminer la saga, donc je ne pouvais pas mettre le tome 4 en 9 sur 10, waouh! Alors là, on est sur un livre pépite apparemment. Hein. Voir les commentaires. Alors... pas apprécié que 4, hein, quand même, sur 400, plus de 400 commentaires. Voyez. Ça parle beaucoup trop de la guerre à venir, les préparatifs sont interminables, les deux personnages sont encore difficiles à distinguer, mais comment elle peut ne pas les distinguer? Elle est malade. Quand vient le temps du conseil, on rencontre tous les personnages d'un seul coup. Mais pas du tout. Je sais pas. Bref, pas de commentaires. J'ai dû me faire force pour venir à bout de ce tome. Non pas que l'histoire et le monde développé ne m'a pas plu, loin de là. J'ai même beaucoup aimé.
Mais malheureusement pour moi, j'ai dû prendre des pauses durant ma lecture car le comportement de Feyre, devenu plus qu'insupportable avec son besoin constant de tout ramener à elle-même et de se mêler de tout, même lorsqu'elle n'était pas concernée par la discussion, devenait vraiment barbant. Un peu d'humilité de sa part aurait rendu la lecture bien plus facile. J'ai aimé découvrir néanmoins les nouveaux personnages ainsi que les caractères et dynamiques entre les amis de longue date de Rhys. Même si, comme le second tome, c'est toujours très plat et long au début, et que les batailles sont presque bâclées, honnêtement, dans ce tome, cela ne m'a pas dérangé. Malgré tout, je n'ai pu arrêter la lecture car je voulais évidemment connaître le dénouement de toute cette aventure et savoir qu'il y aurait d'autres POV que celui de Feyre dans les livres suivants, est ce qui m'a motivée. J'ai hâte de découvrir plus en profondeur Nesta et les points de vue différents des autres. Moi, je vois pas Feyre comme une personne égoïste et portée que sur elle-même, justement. Enfin, genre, c'est une personne hyper altruiste et tout. Donc, je suis bof d'accord. Et les batailles, c'est vrai qu'elles sont bâclées. Je trouve qu'on attend beaucoup les batailles et puis au final, on n'a pas beaucoup de... Enfin, on n'a pas beaucoup d'histoire par rapport à la bataille, mais je pense que ce qui est vraiment l'histoire principale de toute la saga, hein. C'est pas les batailles, c'est toute la préparation qu'il y a autour. Pour moi, c'est pas la bataille le plus important, quoi. Un troisième tome qui m'a un peu moins emballé que le second. J'ai trouvé que le début était assez long. On se retrouve dans une situation de statut où chacun se remet de ce qui est arrivé à la fin du tome précédent. Du coup, il ne se passe pas grand-chose et regarder les personnages faire leur petite vie, ça va bien 5 minutes. Heureusement, les héros restent toujours aussi attachants et c'est d'ailleurs sur eux et leurs relations que je repose en grande partie le roman. Mention spéciale pour Nesta, qui est pour moi le personnage de ce troisième tome. Et du quatrième, petite note. Tout le mystère qui l'entoure, son caractère si particulier et les relations qu'elle développe peu à peu avec ceux qui l'entourent, tout cela fonctionne à merveille. Je l'ai trouvé intéressant dès le premier tome et je suis bien contente que l'auteur l'ait développé de cette manière. L'auteur sait très bien tisser les liens entre les personnages, construire les sous-entendus, les ambiguïtés, la naissance des sentiments. On l'a vu dans les 2 tomes précédents et c'est peut-être aussi ce qui rend ce troisième tome un poil plus fade. La relation entre Feyre et Rhys s'est installée, leur couple est solide, amoureux, uni, bon, c'est bien gentil, mais ça ne vaut pas leur relation du deuxième tome. Le personnage de Cassian, Mort et Hélène apportent eux aussi de l'intérêt au roman. J'accroche moins à d'autres comme Asriel ou Lucien, mais c'est une question de sensibilité. L'intrigue peine à gagner en tension, mais le combat final est quand même impressionnant. On sent tout le tragique de moment et on a peur pour absolument tout le monde. Dommage que sur les 700 pages du livre, on doive en attendre 500 pour sentir enfin les enjeux monter. L'auteur promet d'autres histoires dans l'univers, cela me semble nécessaire vu qu'il nous reste plein de questions en suspens au sujet des personnages secondaires. J'espère juste que ces tomes suivants sauront se concentrer sur une intrigue à la fois et faire de la place aux personnages que l'on affectionne le plus, sans qu'ils soient simplement des faire-valoir présents pour faire plaisir au lecteur. Ouais. Bah, en vrai, c'est quand même un avis plutôt positif, même si c'est pas son livre préféré de la trilogie. Moi, je trouve que, en fait, c'était mon préféré avant de lire le tome 4 ici, parce que justement, je trouvais qu'on découvrait tous les personnages secondaires, et pour moi, c'est ce qui manquait dans le tome 1 et dans le tome 2. Donc, j'ai vraiment adoré ce troisième tome pour ça, parce qu'on découvre tous les personnages, et je trouvais ça méga intéressant, quoi. On a vraiment des personnalités très différentes, qui apportent chacun sa pierre à l'édifice dans le groupe. Donc, moi, c'est ce que j'aimais le plus, en tout cas, dans l'histoire. Et au final, ça m'a fait passer assez vite ma lecture, parce que j'adorais en apprendre plus sur les personnages, et c'est vrai que moi, la guerre, limite, il n'y en aurait pas eu, ça aurait été pareil, quoi. Donc, ouais, elle dit que avoir autant de personnages, ça l'a un peu perdu, mais moi, j'ai adoré, justement. On va terminer sur cette note positive. On passe à mon top 3, qui est Outlander, tome 1. Outlander, qui est ma série coup de cœur de tous les temps. 8.73 sur 10, c'est quand même pas mal, parce que c'est un livre assez long. Pas apprécié, 14. Ah, triste vie. Oh, mais ils font des avis de fou, hein. Moi, quand c'est des avis comme ça, j'en lis qu'un, sinon j'en ai pour 3 heures. Quand j'ai pris ce livre, je m'attendais à de l'aventure, mais en fait, c'est juste une romance. 800 pages de romance, c'est long. Pas du tout d'accord. On n'a pas que de la romance vu qu'on suit toute l'histoire de l'Écosse, mais bref, passons. Commençons par le personnage de Claire.
Elle se retrouve projetée en 1743 et elle ne panique même pas. Elle comprend direct ce qui lui arrive et continue sa vie. Elle n'essaye absolument pas de rentrer chez elle. Ça, c'est vrai que ça m'avait aussi marqué le fait que Claire passe dans le passé d'une manière aussi facile, mais bon, écoute, les gens savent s'adapter, hein, qu'est-ce que tu veux. Ensuite, elle est mariée à Frank en 1945, mais très vite, elle l'oublie et passe à autre chose. Comment on peut oublier son mari en 2 mois? Bah, elle l'oublie pas vu qu'elle fait tout le temps référence à lui, enfin, genre sur les 800 pages. Et même là, je suis en train de lire le tome 5, elle fait toujours référence à Frank, alors que c'est le tome 5, quoi. Donc, je comprends pas trop pourquoi elle dit ça. Je ne comprends pas ce personnage. L'auteur essaye en plus de la faire passer pour une femme forte. Mais parler à tort et à travers, ce n'est pas ça, être une femme forte. De toute façon, dès le départ, il y a une incohérence. Comment une femme du XXe siècle, britannique, ayant déjà le droit de vote, pourrait seulement tomber amoureuse d'un homme du XVIIIe siècle qui la traite conformément à l'époque comme un objet? Ben non, Jamie la traite pas du tout comme ça. C'est inenvisageable, ce n'est pas plausible une seule seconde. Une fois qu'on a connu la liberté, on ne peut plus se contenter de chaînes. Mais justement, elle n'est pas enchaînée avec Jamie. Et donc Claire tombe follement amoureuse de Jamie, l'homme qui la bat, mais elle l'avait mérité, alors au bout de 3 jours de bouderie, elle lui pardonne. Eh bien oui, puisqu'on vous dit qu'elle avait mérité de se faire frapper, cet homme si romantique qui la viole de temps en temps, mais pas du tout. Mais j'oubliais, arrêtons de chercher l'égalité. C'était tellement plus romantique qu'à l'époque où l'on n'avait pas notre mot à dire, qu'on était juste là pour faire la cuisine et les enfants. J'en ai des étoiles dans les yeux, j'ai envie tellement. Claire me tue dans son commentaire. En plus, il n'y a pas de réelle intrigue, pas d'aventure, d'action, on s'ennuie. Même les notions historiques ne sont pas très poussées, et puis Jamie est imbuvable. Mais what the fuck? Je ne comprends pas ce qui peut exalter les gens avec cette lecture, ce n'est pas particulièrement bien écrit, mais non! C'est pas du tout vrai. Franchement, je suis pas du tout d'accord avec ce commentaire. Alors oui, c'est vrai que parfois, Claire est battue, et encore, hein, c'est 2 fois sur le livre. On n'a pas beaucoup de moments de violence de Jamie envers Claire. Maintenant, le livre en soi est violent parce que oui, en 1700, désolée ma cocotte, mais c'était comme ça en fait. Et donc oui, à un moment donné, c'est normal qu'il y ait des violences. Et Claire, elle dit justement qu'à Jamie, elle explique qu'elle n'est pas d'accord par rapport à ça. Et si elle lit les autres tomes, elle voit que Jamie évolue énormément et que il évolue pas dans son temps, mais il évolue dans le temps de Claire au final. Donc en fait, c'est normal, le mec, il est en 1700, il connaît pas du tout la vie 200 ans plus tard, donc voilà. Enfin, moi, je comprends pas trop son commentaire dans ce qu'elle dit, parce que je trouve justement que Jamie, il est hyper attentif à Claire. Maintenant, oui, Claire, pour moi, c'est pas la meilleure des héroïnes du monde, enfin, c'est pas mon personnage préféré du tout, donc je la trouve un peu ennuyante par moment, mais je comprends pas pourquoi elle dit pourquoi elle dit ça, en fait. Série inclassable. Est-ce une série historique, fantastique, une saga, un roman d'aventure, d'éducation, un roman féminin? Je ne crois pas que là où la réponse est d'importance, l'auteur est formidable et manie à merveille les mots. De même, le narrateur tour à tour omniscient, interne ou externe, crée une richesse inégalée à l'histoire. On a l'impression de vivre le livre et non de le lire. Diana est peut-être un des meilleurs écrivains au monde pour ce qui est de la langue, et son traducteur français a relevé le défi qui représente la traduction de ce livre avec une dextérité sans faille. De plus, l'histoire n'a vraiment pas beaucoup d'importance. La seconde fois qu'on lit la saga est d'ailleurs la meilleure, car on est rafraîchi de la découverte de l'histoire et du suspense, ce qui permet de découvrir le second livre qui se cache sous le premier. Le danger de ce livre est une attirance superlative pour l'Écosse, et un non-décrochage au livre permanent et définitif. Pas mal, hein, comme avis. Je vais relire tout petit. Attention, danger, ne pas lire ce livre à la légère, car vous pourriez sérieusement tomber amoureuse de cette série et d'un certain James Fraser. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne surtout pas s'arrêter au premier tome. Les tomes suivants sont encore meilleurs. J'adore. C'est vrai, je suis trop d'accord, ce livre, c'est une pépite. Il faut le lire absolument. Et voilà, j'en ai terminé avec ce concept, donc j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si je vais garder tous les livres au montage, parce que je pense que ça va faire beaucoup. Et en fait, le but, c'était de faire une vidéo un peu plus chill et un peu plus courte. Donc, je pense pas que je vais sélectionner tous les 12 livres de mon top. J'ai tourné les avis des 12 livres.
mais je pense que je vais garder peut-être les avis qui m'ont le plus choqué et tout, pour que la vidéo soit plus condensée et que ce soit un peu plus agréable à l'écoute. Vous verrez tout ça quand la vidéo sera montée. En tout cas, moi j'ai adoré lire les commentaires parce que c'est vrai que je le fais jamais. Quand je lis un livre et tout, bah voilà, je passe à autre chose et je pense pas forcément lire le commentaire des autres personnes. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. Alors oui, parfois j'ai un peu froncé les sourcils, mais c'était le but aussi de cette vidéo. En tout cas, j'espère que le concept vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voulez une autre vidéo de ce genre ou tout simplement un autre concept, moi je vous répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye!